On se retrouve dans une Austin Mini pour pouvoir discuter de savoir qu'est-ce qui t'a lancé à vouloir habiter ici, proche d'Avignon. Pourquoi ici, à Rochefort-du-Gard? En fait, je cherchais surtout au pied du Ventoux et je n'ai pas trouvé le terrain que je cherchais, j'ai trouvé ici. C'est-à-dire, il fallait un terrain qui soit dans un village, qui soit un village qui ait des commerces de nourriture, postes, etc. Il fallait que le terrain soit pentu et que la pente soit orientée plein sud. Que le voisin du dessus soit, si possible, surélevé pour me protéger un peu du Mistral. Que le voisin du dessous, si possible, est décaissé pour ne pas qu'il me fasse masque et qu'il n'y ait pas trop de grands arbres. Que le prix soit supportable. Que je sois à plus de 500 mètres des bâtiments historiques parce qu'il faut que je puisse construire quelque chose qui ne soit pas exactement un bâtiment ancien, ni une boîte à chaussures en béton. Et voilà, je suis arrivé ici. Donc c'était un terrain c'était la ronce uniquement, une grande pente, avec quelques chênes verts. Il fut un temps, bien avant, où il y avait des oliviers ici. D'où le nom d'avenue des Olivades. Par où on commence un projet comme le tien? Peut-être pas avoir à reproduire exactement le même s'il y a des principes qui sont intéressants à extraire et à reproduire. Comment on commence un projet comme le tien? Oh, je reprends. Tu as trouvé un terrain qui correspond à tes critères. Okay. D'abord, il n'est pas exactement il se peut qu'il ne soit pas exactement correspondant à tes critères. Il se peut que la pente soit légèrement sud-est ou que la pente soit bien sud, mais que le terrain soit orienté est-ouest, c'est le cas du mien. Donc il faut que tu t'adaptes. Tu places ta maison qui est la mieux placée en fonction des différentes contraintes climatiques. Lesquelles sont-elles? La première, c'est que tu détermines, c'est d'où viennent les apports. En général, c'est du soleil, en général, c'est du sud. Est-ce qu'il y a par exemple une piscine en dessous, quelque chose qui reflèterait la lumière, qui t'apporterait plus de lumière en hiver? Ça, c'est important, le soleil. Une fois que ça s'attaque du soleil, donc en général c'est le sud, et le soleil en hiver va chauffer du sud-est au sud-ouest, donc ça fait 90 degrés. Ensuite, tu as les vents. Les vents sont très importants. Probablement parce que le vent dominant va déterminer la position de la faîtière de la maison, qui est perpendiculaire au vent dominant d'habitude. S'il y a 2 ou 3 vents dominants, il se peut même que tu aies un pan coupé, donc un 3 pans. C'est une zone tourbillonnante, 4 pans. Je veux dire que la forme du toit n'est pas esthétique, elle est liée au vent. La forme du toit et l'orientation de la faîtière dépendent des vents. Ensuite, tu vas prendre en compte les vents parmi ces vents-là, les vents qui apportent du froid, donc le vent d'hiver par exemple, les vents qui apportent de l'humidité, et parfois les vents qui apportent les pluies, ne sont pas forcément les mêmes. Ça, on a beaucoup de bases de données là-dessus, Windfinder, enfin bon. Et ça, on va le caler sur ce fameux plan qu'on a au départ, donc point cadastral qu'on a pris. On va se mettre des flèches, donc là, en hiver, et on le fait pour chaque saison. Donc 4 saisons, donc on a 4 cartes qu'on peut se superposer, qui te disent, en hiver, voilà, mes contraintes sont comme ça, le soleil va de là à là, en été, ces contraintes sont comme ça. Si un terrain est très très grand, tu peux choisir où tu mets ta maison. S'il est plus petit, parfois tu es contraint par réglementation locale, tu sais où il est. Mais tu ne sais pas forcément encore comment il est orienté. En tout cas, si le terrain est argileux ou si la commune t'oblige à être parallèle à la route plutôt qu'au soleil, tu laisses tomber. C'est pas dans tes critères. Tu prends un autre terrain. Argileux, c'est constructible, mais ça va te coûter d'entrée 10% plus cher, ta maison vieillira mal. Donc de toute façon, c'est magique. Argileux parce que l'argile gonfle ou dégonfle avec l'humidité. C'est ça. Et il y a des cartes nationales qui nous préviennent des risques d'argile. Je sais pas, BRGM. BRGM ou le site GeoRisque. GeoRisque, qui est parfait, qui est nickel comme site. Donc ça, c'est la position de la maison sur le terrain. Une fois qu'on a fait ça, donc on a des façades plus ou moins exposées selon les saisons à certaines contraintes apportées par le vent. Donc pourquoi je parlais du vent et de l'humidité? Parce que ce qui transporte le plus d'énergie au contact de l'enveloppe du bâtiment, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. Les molécules d'eau qui est dans l'air, transportent plus d'énergie que l'azote. C'est facile à comprendre, que l'air ambiant. Donc le vent qui apporte de l'air humide est un vent qui apporte plus d'énergie, soit froide, soit chaude, selon la saison.
Ça va être important parce que quand on aura les ouvrants, par exemple, il faudra traiter de cette manière, de façon à ce que on n'ait pas trop de transfert au niveau des points de faiblesse, puisque la fenêtre va se trouver au milieu de l'isolant, elle va pas se trouver au bord. Donc ça nous donne déjà le volume de la maison. Le vent va nous donner la position de la faîtière, donc on a à peu près la silhouette de la maison habitée, c'est-à-dire la partie qui est chauffée en hiver. Après, on place autour de ça, autant qu'on le peut, toutes les pièces tampons dont on va avoir besoin. Donc je te les cite, c'est le garage, l'atelier, la cave, moi j'ai une grange, mais chacun peut avoir un truc différent. Et si tu as pas, tu crées une double peau, tu crées des pièces techniques artificielles qui vont te protéger. Ce sont des pièces tampons qui vont avoir une température intermédiaire entre la température extérieure et la température de la maison. Donc tu les places pour te protéger le plus possible, si c'est possible. Si, évidemment, si ton garage, il faut que tu le mettes à un endroit inaccessible des voitures, ça colle pas. Donc tu trouves des solutions. La buanderie, c'est très bien de mettre une buanderie extérieure, par exemple, si tu as une buanderie chez toi. Bon. Ces pièces tampons, donc tu les places, ça va déterminer par où va passer le pont thermique par lequel tu passeras tous tes câbles, tous tes tuyaux, tous tes fluides. Ça va déterminer la façade par laquelle tu rentreras dans la maison. Là, tu as déjà placé la maison sur le terrain. Après, il faut travailler sur les parois, en quoi c'est fait l'enveloppe. Donc là, on va se protéger plus de ci, plus de ça. Si tu es en sous-sol, tu peux avoir intérêt à avoir un isolant qui est imperméable à l'eau. Si tu es en zone sismique, un isolant qui protège des ondes sismiques. Tu peux avoir besoin, à l'inverse, en clôture, d'avoir un isolant très léger, de quoi, de cellulose par exemple, ou chambre soufflée, enfin bon, des choses. La paille en toiture, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de point d'humidité. Mais voilà. Donc après, on arrive dans le calcul de l'enveloppe elle-même, et là, on va parler de transfert de température, transfert thermique, transfert Y, transfert microscopique et transfert phonique. Et il faut gérer tout ça et éventuellement concevoir la cloison pour qu'elle gère tout ça. Pour ça, les parois à base de bois sont les plus simples, parce qu'on rajoute des couches facilement. Mais on peut aussi tout à fait prévoir une paroi qui soit dont la structure isolante soit sur une structure bois, et par contre qui à l'intérieur est un mur en terre ou en pierre, qui lui est un effet plus hygroscopique ou phonique. Donc on peut mixer ou additionner ces choses-là. L'ensemble faisant par exemple plusieurs déphasages, ou l'ensemble, enfin, après on arrive dans d'autres concepts qu'on va peut-être étudier un peu plus. Là, tu as un cours sur le design bioclimatique un peu plus avancé. Oui. Le thème est déterminer aussi la couleur de la maison, la couleur des parois, la texture de la surface des façades. Enfin oui, la forme des ouvrants, on peut parler de beaucoup de choses bien avancées. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver un peu la liste descriptive que vient de d'écrire Christophe, pour que vous puissiez vous en retrouver, parce qu'il y a tellement de petits éléments à prendre en considération et à reprendre en fonction de chaque fois que vous changez un terrain, ou l'orientation de ce qui va être possible de faire par rapport au fait que la maison, vous avez découvert une nouvelle contrainte qui fait que vous ne pouvez pas positionner la maison à tel ou tel endroit dans le terrain. Ça va être un vrai plus. Alors, je vais reprendre ce que dit Goulven à l'instant. Supposons que vous avez dessiné la silhouette de la maison. Donc, vous savez la faîtière, vous savez le volume que vous voulez construire. Partez d'un cube, c'est le plus simple, parce que au point de vue thermique, c'est le plus efficace. Pas de petits rajouts, de petits volumes, parce que ça vous fait des points thermiques de partout, ça c'est pas efficace. Donc vous savez à peu près où c'est situé. Vous commencez à regarder les ventilations traversantes, ça va vous placer à peu près les ouvrants. Bon, la porte d'entrée, vous savez où elle est. Il y a des trucs classiques. En général, on est bien de la cuisine voir l'entrée du terrain. Enfin, il y a différents trucs. Bon, ça, c'est des trucs d'architecte. Mais une fois que vous avez placé vos ventilations traversantes de vos ouvrants, vous allez vous poser la question sur chacun des ouvrants ce qui se passe. Donc, la petite carte que vous avez faite par saison, en vous disant quels sont les apports, quelles sont les déperditions dues au climat, vous la déplacez et vous la placez sur chaque point singulier, donc sur la cheminée, sur chacun des angles de la fenêtre ou du ouvrant, sur chaque endroit qui vous paraît important, et à chaque fois, il faut trouver une solution. Ça peut être la taille de la fenêtre, ça peut être mettre un arbre à tel endroit, mettre une moustiquaire, au contraire mettre un volet. Enfin, il y a plein de solutions après qui rentrent en jeu et qui sont calculées par l'œuvre marin pour certaines d'ailleurs. Mais enfin, autrement dit, il y a une vue d'ensemble du terrain. Ensuite, on revient aux détails.
Et chaque détail de toute la façade, enfin chacune des 4 façades, pardon, verticales en tout cas. Dans ce que tu viens de décrire aussi, on peut même, dans les ouvrants, on peut s'amuser à pas avoir qu'un seul type d'ouvrant. On peut découper, avoir un ouvrant qui va être peut s'ouvrir en bas et en haut qui va être fixe, ou l'inverse. Comme ça, on peut réduire parfois les coûts pour, en fonction du besoin, pour pouvoir ouvrir par en haut, comme on peut le voir dans la partie ventilation que tu nous as présentée dans la Oui. maison, ou autrement dans la partie, voilà, quand on a une grande belle vue, mais qu'on veut avoir une belle vue de façon horizontale, mais qu'on veut quand même en profiter en maximum de hauteur, on peut très bien avoir une partie qui va être en P fixe et des parties qui vont être ouvrantes à d'autres niveaux. En fait, on peut faire beaucoup de choses. Ça devient une question de goût qui rentre en jeu après. C'est ça. Mais ce que j'insiste, c'est ces cartes d'impact climatique que va subir l'enveloppe de la maison, donc ces cartes qu'on a pour chacun des trimestres, chacune des saisons. Il faut l'amener sur chacun des points singuliers de la maison pour être sûr qu'on a bien tout traité. Et je répète, beaucoup de choses peuvent être traitées par l'extérieur. Un arbuste, un arbre, je sais pas, un résineux au nord qui protège, ou au nord-est qui protège du vent du nord, c'est très efficace. Ça vous freine beaucoup le vent. Et s'il y a un buisson en dessous, éventuellement le vent sera très ralenti. Si vous avez au contraire à mettre un arbre devant, il faut absolument que les feuilles en tombent en hiver. Enfin, vous pouvez jouer avec ça. Un arbre devant, c'est un arbre au-dessus. Pardon, un arbre au sud, excusez-moi, oui. On peut jouer sur des terrasses, on peut jouer sur des espaces qui sont habités en été, mais qui ne sont pas habités en hiver. Il faut construire la maison. D'ailleurs, la loi nous y amène maintenant. Il faut construire la maison, la construction, dans son terrain, dans son ensemble. Et c'est l'ensemble qui a une valeur bioclimatique en soi, qui fonctionne. Et on peut aller plus loin, qui peut aussi à la permaculture, qui peut aller jusqu'à l'autonomie ou autre chose. On peut aussi imaginer sa maison en se disant, moi je suis le premier propriétaire, mais il va y en avoir d'autres un autre jour, et si je prévois bien ce que voudra le propriétaire suivant, je vendrai mieux, donc je valorise mon bien, donc autant que je le fasse. Donc éventuellement prévoir qu'on puisse y mettre des panneaux photovoltaïques, ou qu'on puisse, mais le prévoir dès le départ, comme ça il n'y a plus qu'à l'utiliser. C'est ce qu'on appelle un peu la technique solar ready. C'est-à-dire qu'on est prêt Oui, à accueillir le c'est ça. solaire, comme par exemple, il y a 2 entrées. Moi je suis autonomous ready. Je peux être autonome en 1 an. Le sous-titre, c'est prêt à être autonome. Même si c'était en autre cherche autonomie ou la production, tu cherches Complètement. pas, si tu veux planter un potager, c'est bien, peut-être qu'il faut un peu de granule de graines aussi, donc comment tu vas les mettre, est-ce que ta terre est préparée? Tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est les accès quand on veut arriver chez toi, il y a un seul accès par rapport au Il y a chemin un qui seul amène à ta accès, maison. mais il peut y avoir 3 accès à l'intérieur, puisque la maison peut être divisée en fait précisément, la maison peut être divisée en 3 appartements, plus un éventuellement qui serait le vide sanitaire. D'accord. Parce que dans les schémas que j'avais prévus de différents propriétaires, il y avait un schéma où il y avait une crise immobilière totale, et donc on utilisait tous les mètres carrés possibles parce qu'il n'y avait plus d'espace. Donc pourquoi, je sais pas, c'était le schéma, quoi. Et donc est-ce qu'on peut diviser la maison en petits morceaux? Et dans chacun de ces 3 ou 4 appartements, on peut sortir un brancard. Et ça, il tourne, il passe. Parce que c'est pas que je le souhaite, mais ça peut arriver. La maison, celle-ci par exemple, je suis en train de penser à une chose, on nous dit que il faut pas prendre de bain, il faut prendre des douches. Très bien, on consomme moins d'eau pour prendre des douches, je comprends très bien. Moi, j'ai mis une baignoire quand même, parce que je me dis que si un enfant est malade, il faut baisser la température, je suis content d'avoir une baignoire. Mais on peut l'utiliser en douche. Mais c'est une baignoire au cas où il y en ait besoin, et au cas où quelqu'un est un peu déprimé et veut un bain chaud, oui, ça compte, c'est important. Oui, puis prendre un bain, en prendre 4 ou 5 par an, ça va, c'est raisonnable. Ah, je crois pas qu'on ait pris 4 ou 5 en 7 ans. Je crois pas, mais bon, peut-être. Pour des douches en général. Oui. Mais elle est là, je veux dire, à terme presque médical. Enfin, si jamais il y avait besoin, il faut que ce soit là. Après, faut Si jamais il y a besoin, il faut qu'on puisse sortir un quelqu'un qui est sur un brancard. Ouais. C'est pas qu'on a envie, c'est qu'il faut que ce soit possible. Tout à fait. OK, maintenant, on sait un peu mieux comment débuter ce projet et tu viens de donner quand même beaucoup d'éléments du design climatique. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, quelle va être l'étape suivante? Qui est la bonne personne à qui on va pouvoir donner ces éléments-là? Parce que limite, on est des originaux quand on arrive avec ce genre d'informations. Aujourd'hui, c'était du bon sens il y a plus d'un siècle avant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, bah, là, il faut remettre ce bon sens sur la table.
on a étudié le climat, on a compris ces éléments-là, mais quand on va voir un architecte, un maître d'œuvre ou un maçon, voilà, ils sont dépourvus de ces connaissances-là. Comment on fait pour pouvoir être accompagné ou remettre en question c'est une grosse question qui est sévère, je dirais. Écoute, moi je suis autoconstructeur, c'est pas par hasard, parce que je ne trouvais pas d'artisan pour construire des parois en chaux ou des choses que je voulais faire et qui étaient donc fallait que je le fasse moi. Mais mais je sous-traitais l'installation des panneaux électriques, des tableaux électriques ou des panneaux thermiques d'ailleurs. Le donc c'est pas simple. Il y a Solutions ERA, il y a beaucoup de gens, enfin c'est tout un réseau d'enseignants et plus qui sont sensibilisés et qui sont de très bons conseils. Il y a quelques architectes, mais la sauce est en train de prendre seulement maintenant. Il faut se rendre compte quand même que le projet que vous allez construire aujourd'hui, c'est un projet qui va durer tout le réchauffement climatique. C'est-à-dire, le climat qu'on a aujourd'hui, et je peux en faire foi, on en parlait tout à l'heure parce que j'ai fait une erreur, le climat, c'est pas encore ce qu'on va connaître pendant 50 ou 60 ans devant nous. Or, les gens qui vont habiter cette maison, votre maison va durer, mettons, 100 ans. Donc, elle va être habitée pendant tous ces temps très chauds. Donc, faut prévoir et anticiper une maison telle qu'elle soit confortable aujourd'hui et qu'elle soit encore dans 50 ans. Et là, même des architectes un peu sensibilisés ou même des ingénieurs spécifiques, enfin, l'un en thermique, l'autre en structure, etc., un peu sensibilisés, ont du mal à vous dire comment sera le climat dans 50 ans. Enfin, on ne sait pas très bien. Donc, on va lancer des hypothèses, on n'est pas très à l'aise. Ce qui est certain, c'est que l'ARE 2020, qui donc nous impose le cadre de nos constructions neuves aujourd'hui, prend comme base météo, systématiquement, la canicule de 2003. Donc on a, de toute façon, les maisons sont orientées vers les hivers seront courts et les étés seront très chauds. Mais après, je ne sais pas trop à qui il faut demander. Si tu as une réponse à me donner, je ne sais Voilà, pas. Je trouve que le réseau Solutions est un très bon réseau, mais il y a sûrement d'autres, mais je ne le connais pas bien. ouais, le réseau Solutionnera pour la partie court démarrage. Par contre, pour approfondir les thématiques, c'est clair que ça va être plus avec au vivant pour saisir l'essence de ces connaissances avec les bonnes personnes. Bien sûr. Pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est parce que il est nécessaire de pouvoir se rendre compte que l'enjeu, il est en train de se changer. Il y a tout le monde qui veut s'y mettre. Tout le monde dit que c'est l'avenir. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis en train d'espérer que ça arrive, parce que ce que tu viens de dire là, les maisons qu'on construit aujourd'hui, elles vont vivre le réchauffement climatique. Ça a beau faire 15 ans que je le dis. Maintenant que les gens, ils l'ont vécu dans leur corps pendant 3 mois de sécheresse durant l'été 2022, ben là, ils ont saisi que, OK, là, il y a un problème, il faut prendre en considération, et donc tout ce que je disais il y a 15 ans, bah, c'est sorti de l'esprit des gens, à l'époque, alors qu'aujourd'hui, maintenant, ça y est, ils l'ont vécu dans leurs cellules. C'est dommage d'avoir à en passer par l'expérience. Si vous voulez, si on à un moment donné, on revit l'expérience du froid, si vous voulez, on va en haut des montagnes, vivre un peu le froid, histoire vous sentez dans vos cellules à quel point le froid, c'est important et on va pouvoir anticiper le futur froid de je sais pas quand. Mais je pense pas que ce soit dans notre génération, à mon avis, ça sera dans la génération suivante, au minimum. Si l'histoire se répète, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a fait beaucoup de bêtises en tant qu'industrie, en tant que Avec nos amis. civilisation industrielle, mais si l'histoire se répète, à partir d'aujourd'hui, on a au moins pour 40 ans. Donc ceux qui construisent aujourd'hui, ils sont sûrs que jusqu'à la fin de leur carrière, fin de leur vie, ils seront dans leur maison. Enfin, leur maison vivra un réchauffement. Oui. Et ce réchauffement n'est pas simple. Je vais vous donner un exemple. Je peux donner un exemple dont je ne suis pas fier. Oui, j'ai bien anticipé en concevant ma maison que le climat allait se réchauffant, il y a pas de problème. Ce que je n'ai pas anticipé, c'est qu'une période de caniculaire pouvait être précédée par des périodes de grande sécheresse. C'est ce qu'on a eu en 2022, donc des vents du Sahara avant la période caniculaire. Et cette grande sécheresse a augmenté considérablement l'irradiation en rayons infrarouges. Et ben voilà, donc j'ai ma façade qui prend trop de chaleur, il faut que je trouve des solutions, que j'ai trouvées d'ailleurs, mais qu'on mettra en place l'année prochaine, parce qu'il faut tout démonter pour la remettre, mais bon, on fera. En tout cas, construisez des maisons qui soient adaptables. Si tu me parles parce qu'un isolant n'est garanti que 20 ans, donc il faut que ça puisse être démonté au bout de 20 ans. Donc il faut que le tour de la maison, l'enveloppe de la maison, peut-être pas le sous-sol, mais ce qui est les combles, l'isolant des combles, l'isolant des façades, des parois, puisse être démonté.
Parce que peut-être qu'on trouvera mieux dans 20 ans ou 25 ans comme isolant. Ensuite, l'intérieur de la maison, plus vos... Attends, avant de partir sur la terre, je vais reprendre sur le montage-démontage. Oui, Il y a quelque chose d'essentiel avec ça, c'est c'est que essentiel. les professionnels, quand ils montent aujourd'hui les matériaux isolants, ils le font comme ils ont fait d'habitude. Mais comme d'habitude, c'était pas démontable, c'était pas conçu avec cette idée de pouvoir être capable de le redémonter. Il y a, j'ai observé chez les Allemands, je dis pas que c'est eux les meilleurs, mais en tout cas, j'ai observé chez certains Allemands, dans certaines marques, ils ont construit tout un protocole pour pouvoir être capable d'anticiper et d'être en mesure de démonter les matériaux. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que la majorité des constructeurs en ossature bois, c'est une observation, c'est pas une réalité. Il y a la plupart des constructeurs en ossature bois qui ont prévu et anticipé le fait qu'ils puissent démonter une partie du mur en cassant un petit peu quelques joints pour enlever l'isolant et être capable de remettre un autre isolant qui se sera tassé par exemple avec le temps quand on est sur de la laine de verre, parce que ça ne peut que se tasser. La laine de verre est conçue pour se tasser, elle n'est pas conçue pour rester en bon état difforme. Et désolé si Saint-Gobain regarde cette vidéo, je vous salue. Et au-delà de ça, Non, la laine de verre, c'est un bon isolant. S'il est très très protégé et posé à plat. C'est vertical, c'est plus compliqué parce qu'il se tasse. Posé à plat, ça va. Moi, j'en ai un peu. J'ai 3-4 mètres carrés de laine de verre ici. Mais laine de verre, le gros problème qu'on a, c'est si jamais, que nous découvrons cette année, c'est quand il y a des périodes chaudes très longues, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la laine de verre peut commencer à monter en température. C'est-à-dire que l'isolant commence à être conducteur. C'est un vrai souci. Enfin, alors, j'ai pas de réponse pour l'instant, et j'imagine qu'Isover va y travailler aussi. Enfin bon, mais et là, cette période de 2 mois entiers de sécheresse et de chaleur intense nous montre que, en tout cas en sud de la France, parfois la laine de verre commence à être conductrice. Donc ce n'est plus un isolant, c'est un vrai souci, quoi. Bah, on va trouver des solutions techniques, j'imagine. En tout cas, maison démontable, plus ce sera démontable, plus votre maison sera valorisée, et par vos prochains propriétaires, et par la réglementation au départ pour votre permis, et éventuellement pour l'amélioration du confort dans la dite maison. Donc il faut y penser dès le départ. Dès le départ, il faut que vous sachiez que vous avez accès à l'isolant et comment et par quel biais. Et dès le départ, vous prévoyez que vos clous ne sont pas sont de tel type et pas de tel autre parce qu'ils peuvent être arrachés, ou que sont des vis de tel type et pas de tel autre parce qu'on peut les dévisser. C'est une conception. Ça fait partie des détails de la conception d'une maison. Et on n'y est pas habitué. Aucun architecte en place aujourd'hui n'a été formé à construire une maison démontable. Donc il va l'inventer avec vous. Et d'ailleurs, soyez conscient que ça lui demandera plus de travail et que peut-être ses honoraires seront très largement justifiés. et tu allé commencer à partir sur la terre, avec le confort avec la terre. Alors les matériaux, fort heureusement, moi j'en suis absolument ravi parce que j'ai été élevé en Afrique et on utilisait énormément, au Mexique après, on utilisait énormément de matériaux de chantier, de matériaux de proches. Et on utilisait beaucoup la terre, on utilisait beaucoup l'herbe qui est autour de nous, on utilisait l'eau, bien entendu, les cailloux, les galets, ce qu'on avait. Et heureusement, on commence à se rendre compte que la terre a des gros intérêts à l'intérieur de la maison. Je dis heureusement parce que ça rien de neuf, mais on le redécouvre. Donc, utiliser la terre, ça a une empreinte écologique absolument sensationnelle. Enfin, ça coûte rien, c'est presque un déchet, donc c'est même positif. Le défaut, c'est que si vous n'êtes pas dans votre constructeur, si vous voulez sous-traiter, si vous n'êtes pas un auteur, si vous voulez sous-traiter la pose de la terre, il y a très peu de gens qui savent le faire aujourd'hui, et a priori, ils sont pour la plupart débordés. Mais regardez bien, terre et paille ou terre et herbe, on fait énormément de choses. Et c'est confortable à vivre, ça régule l'humidité, ça peut être sain, ça peut être... on peut tenir un chapitre entier sur les matériaux naturels, mais je pense qu'on en reparle, pas tout de suite. Oui. Pas dans une voiture qui a 34 ans, la pauvre. Donc ça, c'est la maison. Le captage à froid. Ensuite, il y a la piscine. Ensuite, là, il y a la double pot qui avance sur la terrasse.
Et là, il y a la grange, que j'appelle grange, qui peut être une serre, évidemment. Mais vraiment, je me pose la question maintenant, est-ce que j'ai besoin de créer plus de chaleur en hiver? Peut-être un jour, mais pas encore. De la grange, j'ai fait 6 sur 6. Là, j'ai le bac à plantes au fond. Et là, j'ai un bac à plantes ici aussi. Donc ça, c'est la piscine. Donc là, on a une vue de... Une vue de dessus. Ça, c'est le captage. C'est l'air frais. Ça, c'est la grange. Alias serre. Et l'orientation? Sud. Plus 5 degrés. Et là, donc là, c'est sud plus 5 degrés. Et là, j'ai sud moins 5, je crois. Super. Donc l'ensemble de ces volumes tampons te permettent de surisoler la maison en fait. C'est ça. Il y a la façade sud qui n'est pas isolée. C'est-à-dire la formule, c'est les déperditions, c'est V égale U S delta T. Autrement dit, la montée en puissance, bon, S c'est la surface d'échange. U ça veut dire quoi? Alors, U, bah, c'est un sur R, c'est l'isolation. Le R c'est ce qu'on voit quand on achète un matériau isolant. Voilà. Le S, c'est la surface d'échange avec l'extérieur. Et le delta T, c'est la différence de température intérieure et extérieure de la maison, on va dire, du bâtiment. Donc tout ça, ça représente D. Ce qui est très intéressant de repérer, c'est que le delta T est aussi important que le U. Dernièrement, dans nos sociétés très techniques, on a augmenté la qualité des isolants, on a mis plus de couches d'isolants, etc. On a un peu oublié, plus l'architecture s'est libérée, plus il y avait de machines, plus il y avait de chauffage, plus on s'affranchit du S. Et maintenant, on va y revenir. Avoir une proportion entre le volume d'échange et la surface d'échange, le volume vivre et la surface d'échange qui soit le plus rationnel possible, le plus petit possible. Et delta T, c'est ce qu'utilisaient beaucoup nos anciens et qu'on a oublié. C'est-à-dire, la différence de température, par exemple, entre la température qui règne dans la maison, donc on va appeler ça T0, et la température T1 qui règne dans la grange, et non pas la température T2 qui est la température extérieure. Donc ici, on est bien entre T0 et T2, mais là, il y a une pièce tampon qui a une température intermédiaire. Et ce qui nous intéresse, c'est que celle-ci ayant diminué, le delta T diminue, donc les déperditions diminuent. Dit différemment, la température sous la grange, on doit être entre 30 degrés là en ce moment, et en été, à la louche, et 12 degrés en hiver, et non pas 0. Mettons que ce soit 8 degrés, je te l'invente, il faut le mesurer. Donc on a mais c'est colossal comme différence. Et c'est ça qu'on oublie, ces pièces tampons. Or si tu mettais, moi j'ai mis une grange, mais tu pourrais mettre un garage, tu pourrais mettre un atelier, tu pourrais mettre une salle de yoga, je sais pas. Enfin, Là dans ton cas spécifiquement, tu as également un terrain qui est en pente, tu peux descendre. Tu veux que je fasse les 3 étages? Je peux dessiner les 3 étages, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va faire le sous-sol. Ce qui est génial avec ce type de terrain, c'est qu'on se rend compte aussi que le froid qui arrive généralement du nord, il va passer au-dessus de la maison. Et en plus, il y a une maison au-dessus. Donc du coup, c'est même grâce à la maison au-dessus, plus les haies, qui vont faire sauter le vent au-dessus de sa maison pour éviter que la chaleur soit léchée sur le toit de la maison ou en enrobant la maison. Et en plus, il y a ces espaces tampons qui assurent un double manteau. Donc c'est comme toi, quand tu mets un pull plus un manteau, tu mets pas le kawaii contre toi et ensuite le pull, tu mets l'inverse. Tu mets d'abord le pull contre toi qui va être avec des grosses mailles et tu veux faire en sorte que l'air ne soit pas mangé, donc tu mets
des mailles très fines comme le Gawé par exemple, ou un Gore-Tex si tu veux quand même évacuer l'humidité. Ben ça, c'est un peu cette idée d'additionner plusieurs couches. Donc, le sous-sol, le niveau du vide sanitaire. Okay. Nous avons le pont thermique qui passe ici, c'est le pont thermique de la maison, et il passe dans un couloir, puis dans la pièce technique de la piscine. Donc tous les câbles font ça, et après ils vont au réseau électrique, au réseau. Là, j'ai une double peau qui protège la façade ouest, la façade est, en tout cas qui protège. Elle sera encore plus protégée après par la vigne vierge, mais pour l'instant c'est une double peau. Donc vigne vierge, je te la schématise. Voilà, ça c'est la vigne vierge. Et cette double peau fait que en hiver, tu as le peu d'air chaud l'air qui frappe sur la lumière qui frappe sur la façade chauffe l'air derrière la double peau, qui donc monte, et comme c'est fermé en haut, ça cumule au niveau des chambres. Donc ça réchauffe les chambres. Peu, mais un petit peu quand même. Oui. 1 ou 2, 3 degrés, c'est toujours ça. C'est ça. C'est plutôt 1 ou 2 que 3, je pense. Par contre, en été, cette façade double peau va se ventiler vers les combles. Ça, c'est le sous-sol, d'accord ? Et à l'arrière, tu as un morceau du vide qui permet de stocker l'air frais et qui est effectivement tempéré parce que tu as derrière, tu m'en parlais tout à l'heure, la structure la structure du mur de soutènement, qui est un truc qui fait 1,30 m d'épaisseur ici, 75 cm ici, qui est un gros morceau. Ça pèse 200 tonnes. Un gros morceau. Ça fait comme ça. Pourquoi il est si épais ? Parce qu'il y a un enrochement juste au-dessus qu'il faut porter. Donc ça, c'est le vide sanitaire. D'ailleurs, pendant que tu es sur le vide sanitaire, l'air froid qui s'accumule, comment tu l'évacues en hiver ? Pardon, oui, il y a une porte ici. Il y a une porte qui est fermée tout l'été, ouverte tout l'hiver, et puis il y a 2 portes ici, que tu connais, enfin en tout cas une, qui me sert à... En fait, il y a une chicane ici, une petite chicane qui empêche l'air d'entrer directement, c'est pas grave. Donc j'ouvre ces 2 portes-là, et l'air froid s'en va, et la pente va par là, donc ça s'en va vers la rue. Nickel. Donc ça c'est l'étage vide sanitaire. Ensuite, si on va au rez-de-chaussée, on a toujours la maison, donc c'est un 8 par 11, c'est nombre d'or en fait. Nous avons toujours... La maison avec ton nombre d'or ? Oui, sauf la grange qui a un cube 6 par 6 par 6. D'accord. Donc au rez-de-chaussée, nous avons donc la grange. Toujours le captage d'air frais à l'arrière. La piscine qui va décoller, qui va comme ça. Et là, toujours au rez-de-chaussée. Là, on est au rez-de-chaussée. Ah, pardon. Tu as dessiné tout à l'heure avec les pots. La double peau qui est ici, qui avance sur la terrasse et qui me fait ça, avec sa petite ouverture. Et normalement, de la vigne vierge plein, mais il faut tant qu'elle monte. En sachant que La façade ouest ? La grange en ouest me sert essentiellement à faire de l'ombre sur la façade pour les après-midi. Pour les après-midi d'été. Et à l'étage, nous avons une pièce tampon ici qui est la buanderie. Précédé par un petit local de rangement qui me casse le vent. Et le captage d'air frais qui là, à ce niveau-là, me sert surtout de captage de lumière pour le puits de lumière qui est derrière. Et puis la grange toujours. Donc les panneaux solaires thermiques sont verticaux parce que dans notre région, l'irradiation diffuse et réfléchie en été est équivalente à l'irradiation directe plus diffuse, plus réfléchie en hiver. Donc mes panneaux solaires thermiques, ils sont à l'ombre du toit qui est devant.
Donc ça doit être 60 degrés. Ils sont à l'ombre en été et ils sont plein soleil en hiver, puisque là j'ai 45 degrés, même principe. Et là j'ai de nouveau 45 degrés. Les panneaux solaires thermiques, ils sont à 45 degrés pour être en toute suffisance. Autrement dit, pour capter le maximum de chaleur en intersaison, maximum d'irradiation en intersaison et en hiver. L'autre avantage dans 45 degrés, c'est qu'ils ont beaucoup moins de poussière que s'ils sont en dessous. Et ils ne sont jamais à fond, ils sont jamais à 100% de la capacité parce qu'ils n'ont pas le bon angle. Et donc, ils s'usent moins vite. Et pour les panneaux solaires thermiques, du fait qu'ils sont verticaux, l'eau ne bout pas à l'intérieur, le produit ne bout jamais. Donc les joints ne sont pas en surpression, donc ils tiennent très longtemps. Et un panneau solaire thermique qui n'est jamais en surpression, il devrait tenir non pas 20 ans, mais 40. Ça bouge pas, il y a pas de pièce. Le danger pour le panneau solaire thermique, c'est d'être sur un toit, ce qu'on fait tout le temps, en tout cas ici, parce que le soleil tape tellement que l'eau ou le liquide finit par monter en volume, parce qu'il se met à bouillir, et donc tous les joints sont en surtension, ou en surpression, et ça fait des pannes. Et puis surtout, ça fait des pannes récurrentes. C'est parfait, ça permet vraiment de se rendre compte des petits détails qui font la différence pour pouvoir avoir des panneaux solaires qui vont durer la durée de vie des 20 ans qui sont annoncés, voire 25 ans, voire peut-être même plus. L'irradiation que reçoivent les panneaux solaires thermiques, parce qu'ils sont verticaux, est la même en été et en hiver. Donc la pression, l'usure du panneau est constante, elle est très régulière, il n'y a pas de chauffement maxi, c'est très régulier. Finalement, c'est l'eau qui chauffe qui passe dans un tuyau, il n'y a pas de problème. Si les joints ne sont pas abîmés. C'est le point faible, les joints. Oui, si on met des joints de très bonne qualité, on a quand même une capacité de durée de vie qui est étendue par rapport à d'autres panneaux qui vont être sur le toit. Et est-ce que mettre des panneaux solaires thermiques à 45 degrés, par exemple, dans le jardin, au sol, c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Alors là, il y a une autre astuce, c'est que le terrain de pétanque se trouve là, et que s'il faut, je peux, moi, debout, passer un balai et nettoyer les panneaux solaires photovoltaïques. C'est accessible facilement. Le défaut, c'est vu la terrasse, tu les vois. Un homme debout, il est là. Oui, du coup... Donc, il n'y a aucun problème pour nettoyer les panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux solaires ici, les panneaux solaires posés sur un toit à 10 degrés n'ont pas le bon angle, donc ils captent peu, et ils ont beaucoup de poussière. Donc, in fine, ils captent 50% de moins, dit-on, que ce qu'ils devraient capter. Ce qui est colossal. Donc, si tu as un bon angle d'une part, et que d'autre part, tu peux les nettoyer au moins 2 fois par an, je dis pas tous les jours, mais enfin, facilement, ça change tout. Monter sur un toit pour nettoyer les panneaux solaires, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est à portée de main, tu poses des boules de pétanque et tu passes le balai. Oui, puis le moment où il faut le nettoyer, c'est surtout quand il y a eu une pluie sableuse, quand le Sahara nous a gentiment offert de son sable. Oui, donc on l'identifie facilement. Enfin, on sait quand tu passes le lendemain, et puis tu passes un coup d'eau et c'est vite fait. Et un balai éponge, quoi. Un dernier point. Vous avez une maison plein sud. Cette maison-là, je disais en rouge depuis le début, c'est le volume qui est chauffé en hiver. Donc on doit pouvoir passer le crayon tout autour pour dessiner l'isolant. Et on doit le passer dans les deux sens. C'est-à-dire comme ça et puis comme ça. Hein, c'est clair. Dans ma maison, dans mon cas particulier, la façade sud n'est pas isolée. La façade sud n'est pas isolée puisqu'elle est en captrice. Si autour de cette couche-là, vous créez une couche supplémentaire qui sont vos pièces tampons, vous avez en plus protégé l'isolant. Donc là, on a mis un pull. Vous avez mis un oracle par-dessus le pull. Et rien n'empêche dans ces pièces-là de créer des pièces qui ont un volume particulier qui vous convient à vous parce que c'est votre mode de vie. Si la pièce elle est comme ça parce que vous avez fait un garage et dessus vous mettez une buanderie, ça fonctionne très bien. Moi j'ai mis une piscine et dessus j'ai mis une buanderie. Vous pouvez imaginer un atelier parce que ça me sert sur la maison, mais je peux peut-être en faire. Peut-être que j'aurai une amie qui fait du yoga, qui va arrêter du yoga. Il y a la place. Il faut aménager. Donc rien ne vous empêche, quand vous mettez votre anorak par-dessus le pull, d'avoir un anorak qui corresponde largement à vos dimensions, parce que votre vie en été
votre espace de vie s'agrandira. Et la terrasse, c'est le même principe. Votre terrasse qui est devant, en l'occurrence, vous avez la vue, vous avez construit sur une pente plein sud, mais c'est un espace de vie 8 mois par an. Si vous vivez à Lille, c'est peut-être 6 mois, mais enfin c'est quand même 6 mois par an, qui ne sont pas imposés, etc. Merci d'avoir regardé cette visite avec nous. Si tu souhaites passer au niveau supérieur et que tu as envie d'avoir à réaliser ton projet de rêve, d'avoir à construire ou rénover ta maison, je t'invite à simplement écouter parce que j'ai quelque chose à te partager ici. Depuis plusieurs années, j'ai construit un programme unique qui t'apprend pas à pas à concevoir une maison bioclimatique, écologique et autonome. Tu vas pouvoir, sans avoir à défoncer, on va dire, tes finances, tu vas pouvoir apprendre à concevoir ton habitat selon ton climat, choisir les bons matériaux, gérer l'eau, le chauffage, la ventilation et pourquoi pas d'autres types d'éléments essentiels, voire même éviter d'installer une climatisation. Concernant l'autonomie, on va parler d'autonomie en eau, en énergie et d'autonomie alimentaire. Dans le bâtiment, on passe plus de 80% du temps dans son lieu de vie, donc je pense que c'est essentiel de ne pas oublier la santé dans le bâtiment. Et comme tu vas avoir peut-être avoir à gérer beaucoup d'étapes dans ton projet, je t'apprends également à gérer ton projet étape par étape. Dans cette formation, j'ai mis mes 20 ans d'expérience. Et pour aller encore plus loin, je me suis entouré de plusieurs dizaines d'experts qui sont véritablement reconnus dans leur domaine pour t'apporter le meilleur de l'information. Alors, ne perds plus des centaines d'heures à fouiller sur Internet, parce qu'on va trouver de tout, mais jamais rien n'est vraiment adapté à ton projet. Ici, tu vas gagner du temps, de la clarté, et surtout, tu vas pouvoir faire de réelles économies sans compromis sur la qualité. Ce programme s'adresse à toi si tu es un particulier qui souhaite clarifier ses idées, se lancer ou trouver simplement des réponses dès maintenant dans ses travaux, dans son projet qui est en cours. Ou tout simplement quelqu'un, peut-être toi, qui est en train de vouloir rêver d'un habitat qui soit complètement aligné avec tes valeurs. Alors que tu sois en recherche de terrain, en pleine conception ou en rénovation, tu vas pouvoir trouver ici un cadre clair pour avancer pas à pas. Et la grande nouvelle, je viens de sortir la plus grosse mise à jour du programme depuis sa création, car vous êtes déjà plus de 1300 personnes à avoir rejoint l'aventure. Alors merci pour votre confiance. Pas besoin d'être technicien, parce que je te prends par la main pour que, après les différentes étapes, et avec des études de cas réelles, des exemples concrets, je puisse t'aider à communiquer efficacement d'égal à égal avec les artisans, la mairie et pourquoi pas avec toi-même, parce que souvent, parfois à l'intérieur, c'est aussi un chantier. Alors, en rejoignant le programme dès aujourd'hui, tu obtiens un rendez-vous avec moi ou avec mon équipe dans lequel on va pouvoir réaliser un pré-diagnostic sur ton projet très spécifique et on va voir si on va bien pouvoir s'assurer de t'accompagner. Le lien se trouve dans la description ou dans un commentaire épinglé. Enfin bon, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment passer du temps avec toi, reconnaître ton projet, apprendre à te connaître et m'assurer de pouvoir te permettre d'avancer dans ton processus. Si tu veux reprendre les rênes de ton projet, apprendre à bâtir avec conscience et surtout vivre dans ton habitat qui soit vivant, alors je t'attends de l'autre côté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je te dis à très vite dans la formation.